Hello Instagram, hello Facebook. Donc, on est live et aujourd'hui, sujet super intéressant, je voulais vraiment adresser le mythe le plus courant en entrepreneuriat, celui que la discipline va automatiquement nous permettre d'atteindre nos objectifs et pourquoi est-ce que de rester attaché à cette idée-là nous nuit souvent plus que nous aide. Et la réalité ici, c'est que la discipline en soi n'est pas un synonyme de constance, même si c'est souvent l'idée qui est propagée. Et ça, surtout si tu as appris à mettre en pratique la discipline à travers la dérégulation de ton système, parce que ça, la réalité, c'est que ce n'est pas énergétiquement durable. Donc, dans ce cas-ci, la manière dont ton système interne est programmé pour faire preuve de discipline va à l'encontre du principe de la constance et de l'optimisation naturelle, right? Parce que ton système interne est voué à l'échec en étant déconnecté de tes besoins, faisant en sorte que c'est impossible d'avoir de la constance ici. Et ça, c'est exactement pourquoi est-ce que ton horaire continue à être constamment occupé plutôt que spacieux, peu importe les efforts que tu mets dans ta planification, dans ton organisation pour faire en sorte que les choses soient plus faciles, soient plus fluides et surtout, comment faire pour faire en sorte que finalement, la discipline devienne naturellement un synonyme de légèreté et de résultat plutôt que de limitation et de rigidité. Right? Avant de commencer, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et en influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership élégant, magnétique et surtout énergétiquement durable. Donc, comment amplifier son leadership, son influence dans ses relations, tout en faisant moins et en recevant plus. Donc, avant de commencer, right? Ça se peut que tu aies de la facilité à te mettre en mouvement puis à faire ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Ça se peut que ton cerveau ait l'habileté innée de, premièrement, voir ce que tu veux, ton objectif, et deuxièmement, voir les étapes que tu dois faire pour t'y rendre. Et ce qui arrive lorsque son cerveau fonctionne comme ça par défaut, la bonne nouvelle, c'est que tu t'enfarges pas dans des questions ou n'importe quoi. You just do it and go for it. Parce que ton cerveau voit la direction, voit ce qu'il y a à faire. C'est juste fluide puis normal d'avancer comme ça. Le problème avec ça, c'est qu'on est constamment en mouvement. Notre pilote automatique est constamment en mouvement. Et même si ça a du bon sur le court terme, notre cerveau va toujours chercher des défis, va toujours chercher des manières d'optimiser, de trouver une autre manière de se mettre en mouvement. Et ça fait en sorte que ça devient impossible de ralentir, de se mettre en pause, puis de simplement pouvoir enjoy à ce moment-là sans culpabilité, parce qu'on voit toutes les choses qu'on pourrait faire parce que notre cerveau est wired comme ça, puis plus qu'on pratique ça, plus qu'on fonctionne comme ça, plus qu'on devient bon là-dedans. Donc, plus qu'on devient bon pour voir ce qu'il y a à faire, puis plus qu'on se met en mouvement, plus que le niveau de culpabilité augmente en même temps. Puis, parce que notre mode par défaut est d'être constamment dans l'action, puis dans l'optimisation ou le raffinement, peu importe comment vous voulez appeler ça, c'est là qu'on est confortable, right? Ça fait en sorte qu'on va automatiquement avoir de la résistance lorsqu'on est sur pause parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on est habitué. Donc, quand on arrive au moment où on sait que notre corps a besoin de repos parce que ça fait trop longtemps que we keep going, right? On va avoir aussi de la résistance à se reposer, à ralentir, puis c'est ça qui fait en sorte que le moment de repos n'est pas réellement reposant parce qu'on vit à ce moment-là une friction interne entre ce que mon corps a réellement de besoin, du repos, versus ce qui est confortable pour moi, qui est le standard de mon système nerveux qui, lui, est constamment en activation. Donc, si mon besoin de repos est ici, mais que mon standard est une activation ici, c'est sûr que lorsque je viens essayer de me reposer, lorsque j'essaie de me réguler et de relaxer, la réalité, c'est que je dérégule davantage mon système nerveux parce que je le sors de sa zone de confort d'activation constante. Et là, ça m'amène, of course,
encore plus de pensées, ou est-ce que je doute, ou est-ce que si je devrais vraiment me reposer, ou si je devrais pas plutôt clencher mes tâches le plus vite possible pour avoir la possibilité de me reposer après, parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment reposant. Ça se peut que ça l'amène aussi de la culpabilité de pas être en train de faire ce que je pense que je dois faire, parce qu'une partie de moi qui croit que je reporte le moment où est-ce que je vais enfin pouvoir relaxer pour de vrai. Right? Parce qu'en ce moment, même si je m'octroie la place pour me reposer, mon corps, mon système nerveux n'est pas en train de se reposer. Donc maintenant, l'erreur qui arrive ici, c'est que les réseaux sociaux nous martèlent constamment que la discipline, c'est la clé, puis que si on continue, les résultats vont finir par arriver. Par contre, c'est vraiment important de comprendre les nuances que derrière le principe de discipline, parce que la discipline en soi, ça ne va pas automatiquement m'amener à créer les résultats qu'on veut, même si c'est ce qu'on entend partout et qu'on a peut-être été programmé à croire, faisant en sorte que justement, on se culpabilise encore plus lorsqu'on prend des pauses. Mais la réalité, c'est que comme dans tout, la discipline n'est pas entièrement blanc ou entièrement noir, et ça fait en sorte qu'elle peut, sous certains angles, nous amener à atteindre nos objectifs. Mais il y a aussi la réalité où est-ce qu'elle peut également nous limiter dans l'atteinte de nos objectifs lorsque on utilise la discipline via un système nerveux qui est dérégulé. Ça veut dire que lorsqu'on maintient la discipline en même temps qu'un certain niveau de tension interne, right? Donc, exemple, j'ai des tâches à faire et j'essaie de travailler et là, je sens la tension monter. Je sens le sentiment d'urgence monter. Si je continue à maintenir ça, le niveau de tension, en même temps que la discipline où est-ce que je travaille, c'est là que la discipline ne donne pas les résultats escomptés sur le long terme. Right? C'est souvent là qu'on a l'impression que si on ne le fait pas maintenant, on va échouer. Ou que si personne... ou plutôt, si on ne se pousse pas, on ne va pas atteindre nos objectifs ou on va automatiquement devenir paresseux, puis c'est normal qu'on ne mérite pas d'atteindre nos objectifs. Of course que dans cette situation-là, c'est juste normal qu'il y ait un certain niveau, peut-être même imperceptible a priori, de culpabilité, d'agitation, de peur ou de stress qui nous amène, malgré nous, à en faire toujours plus pour éviter l'espèce de vide. Puis lorsque je dis à en faire plus pour éviter le vide, ça ne veut pas nécessairement dire de travailler plus. Des fois, c'est juste de rajouter plus d'activités, n'importe quoi. Ça peut être des choses qu'on aime, ça peut être des choses dans l'objectif d'atteindre des objectifs, peu importe. N'importe quoi qui remplit le vide. Right? Ici, on est vraiment tenté de remplir chaque minute. Puis éventuellement, of course, ça l'amène un gros crash énergétique après l'espèce de performance énergétique qu'on a donnée d'essayer d'en faire toujours plus. Et ici, ça se peut aussi que ce soit subtil. Ça ne veut pas dire qu'on se sent débordé à proprement dit pour dire qu'on est justement dans ce niveau d'agitation-là. Par contre, il y a toujours des signes physiques. Le corps est crispé, la respiration est peut-être plus rapide, il y a peut-être des pensées, des émotions qui pop-up de nulle part. La mâchoire est tendue, on oublie de boire ou de manger. Tout ça, c'est des signes que oui, je suis capable de mettre en action, oui, je suis capable d'être disciplinée, mais j'ai appris à puiser dans mes ressources énergétiques et faire preuve de discipline via un système qui est dérégulé en premier. Et ça veut dire via une déconnexion interne. Et peu importe quelle stratégie j'utilise ici pour optimiser la situation, essayer d'avoir un horaire qui est plus allégé, essayer de me donner des pauses, il n'y aura pas de vrai changement tant que je n'aurai pas abordé la manière dont j'implémente n'importe quel principe, que ce soit la discipline, que ce soit l'écoute de soi, peu importe. Parce qu'au final, ce n'est jamais une question d'en faire plus ou d'en faire moins, c'est une question de comment est-ce que j'accède à mon énergie et comment je me mets en action en premier. OK? Donc, maintenant, concrètement,
Right? Qu'est-ce qu'on fait à la place? On ne peut pas juste dire, OK, ben je vais arrêter de travailler, je vais arrêter de bouger à chaque fois que je sens la tension, les pensées, les émotions remonter. C'est pas ça la solution encore, parce que c'est comment est-ce que je puise dans mon énergie. Donc, comment est-ce que je peux passer de, par exemple, je m'assois avec une to-do list de 15 tâches en me disant que j'ai pas le choix de les faire, versus passer à je suis connecté à mon niveau d'énergie et je suis capable de décider consciemment, avec flexibilité et intentionnalité, quelles sont mes 3 réelles priorités qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Quelles sont uniquement les 3 priorités réelles sans se déconnecter de sa vision pour autant et rester pleinement confiant qu'on fait exactement ce qu'on doit faire en ce moment pour atteindre son objectif le plus rapidement, mais sans culpabilité et en sachant que ça a beaucoup plus d'impact que les 15 tâches qu'on pourrait avoir pilées de toutes les choses qu'on devrait faire. Donc, ce que les gens ne disent pas lorsqu'ils parlent de discipline, c'est que même si c'est bon, on doit s'assurer que la discipline est implémentée sans excès de tension. C'est la première chose. C'est le principe numéro 1 lorsqu'on parle de discipline. La discipline en soi n'est pas mauvaise. Et la discipline va être l'extension d'un système interne qui est régulé et qui est sain et qui est connecté à sa vision. OK? Donc, si ça fait longtemps que vous me suivez, you already know. Right? C'est pas une question de prendre une pause et d'arrêter ce qu'on fait si on sent la crispation monter, parce que ça va juste nous apprendre à nous déconnecter de notre énergie sur le long terme. Right? Et c'est pas non plus une question de continuer à pousser pour être capable d'éviter l'inconfort une fois qu'on va avoir fini de faire la tâche. Right? Le vrai travail ici, ça consiste en premier à admettre qu'on est inconfortable. We don't feel good. Est-ce qu'on peut s'admettre à soi-même que c'est peut-être que c'est pas comme ça qu'on veut continuer d'avancer? C'est peut-être pas comme ça qu'on veut continuer de créer, de vivre. Peut-être pas avec cette espèce de pression-là constante sur les épaules. Et en deuxième, puis ici, c'est souvent extrêmement difficile, parce que la deuxième chose, c'est peut-être d'admettre qu'il y a une peur cachée et pas une peur consciente. Pas une peur du sens « Ah, j'ai peur ». Une peur somatique. Puis c'est pour ça que c'est souvent difficile à accepter, parce que on ne s'en rend souvent même pas compte d'un point de vue conscient. Parce qu'une peur somatique, ce n'est pas une peur dont j'ai conscience. Une peur qui me limite consciemment. C'est quelque chose que rationnellement, je suis parfaitement capable de faire du sens et qui ne me dérange pas. Mais deep down, il y a une résistance à l'intérieur de mon corps. Il y a une partie de moi qui a une certaine peur à cause des émotions et de ses expériences passées. Donc, par exemple, si la programmation interne qu'on m'a transmise dans ma vie, à cause des gens, des cercles où est-ce que j'ai évolué, c'était qu'il existait 2 seules réalités. Les gens qui sont paresseux et les gens qui travaillent fort pour leur objectif. Si c'est la seule réalité que je connais, right? C'est normal que je ne veux pas être paresseux, parce que je le sais que j'ai tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Je sais que je suis capable de faire les efforts. Of course que je vais tout faire pour ne pas tomber dans la réalité de ceux qui sont paresseux. C'est normal que we need to keep going no matter what. C'est ça la programmation en arrière. Et même si ce n'est pas une peur consciente, c'est quelque chose que mon système interne essaie d'éviter. Et lorsque je parle de peur, c'est exactement ça. Quelque chose que inconsciemment, j'ai appris à vouloir éviter parce que je sais que c'est pas aligné avec moi. Of course que je ne veux pas que la réalité reflète quelque chose que je ne suis pas. Et of course que si j'ai appris qu'il existe 2 seules réalités comme ça, mon corps va avoir de la résistance à lâcher prise et à redescendre mon standard d'activation parce que j'ai appris à être toujours activé, à me mettre en mouvement ici, parce que plus bas que ça, si j'en fais moins, c'est les gens paresseux.
Puis je suis pas là, mon identité n'est pas là. Donc, of course que ça va être extrêmement difficile d'aller essayer de travailler sur mon système nerveux, mon niveau d'activation interne. Right? Donc, on ne peut pas juste travailler au niveau de mes pensées, essayer d'implémenter une nouvelle pensée pour ça. Et c'est ça qui m'amène à mon troisième point. Right? Donc, après avoir accepté l'inconfort, après avoir accepté qu'il y a une peur, et by the way, j'utilise des mots comme ça, même si à proprement dit, à un niveau conscient, ça se peut que ça n'en fasse pas de sens, de pouvoir nommer avec des mots l'expérience somatique est exactement ce qui va me permettre de pouvoir le transmuter après. Parce que tant que je ne suis pas capable de mettre des mots clairs, mon cerveau ne l'accepte pas. Il y a une séparation à l'intérieur de moi. Fin de la parenthèse. Le troisième point, où est-ce que ça m'amenait, qui est d'élever ma capacité à naviguer à travers les complexités. Et pour ça, c'est pas juste une histoire de changer son mindset, parce que ça, mais c'est juste se brainwasher, right? Et pour rebâtir sa connexion avec son corps et la manière dont on se met en mouvement, c'est pas juste une sorte de pensée, c'est une question de comment est-ce que je transmute les émotions pour ramener l'énergie en mouvement à l'intérieur de moi. Toutes les fois que j'essaie de changer quelque chose, je dois toujours regarder au plus petit niveau, comment est-ce que ça se représente? Et la réalité, c'est que pour changer la manière dont j'accède à mon énergie, la manière dont je me mets en mouvement, je dois regarder c'est quoi la plus petite source énergétique que j'ai du pouvoir dessus, qui est mes pensées, qui est mes émotions. Right? Et c'est comme ça que je peux jouer avec mon baseline, où est-ce que le standard d'activation de mon système nerveux se trouve. Pas en travaillant d'un point de vue rationnel, parce que là, on est d'un point de vue énergétique. Et c'est pour ça qu'on doit travailler en retour d'un point de vue énergétique aussi. Et ça ne veut pas dire que le rationnel n'a pas sa place. Lorsqu'on travaille d'un point de vue énergétique, on travaille avec l'humain, on travaille avec les émotions et naturellement, une fois qu'on a transmuté, une fois qu'on a process, le rationnel suit automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller tomber dans des livres et essayer de comprendre mon expérience. Je comprends mon expérience d'un point de vue rationnel parce que je l'ai vécu moi-même d'un point de vue énergétique en premier. Et c'est la différence entre le travail d'embodiment, d'incarnation avec le corps physique versus constamment travailler d'un point de vue rationnel où est-ce que j'essaie de comprendre et j'essaie d'implémenter, mais ça ne marche pas vraiment. C'est normal. Parce que pour implémenter puis avoir un impact sur mon niveau d'énergie, sur mes émotions, sur mon corps physique, sur la manière dont j'ai accès à mon énergie, je dois aborder la situation d'un point de vue énergétique. Maintenant, si tu sais que tu devrais avoir du support pour naviguer avec plus de facilité à travers ton propre système interne, ton propre discernement énergétique, je veux t'inviter à appliquer pour Alchemize and Magnetize. C'est 12 semaines pour pouvoir transmuter les résidus émotionnels pour stabiliser ton énergie de manière durable. Et c'est pour toi si tu es déjà émotionnellement intelligente, mais que la gestion énergétique n'est pas ta zone de génie. Okay? Comment est-ce qu'on va faire ça concrètement? Donc, premièrement, on va prendre le temps d'aligner chacune des cellules de ton corps afin d'être naturellement reconnu par des dynamiques relationnelles qui amplifient ton énergie sans avoir à te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Ensuite de ça, je vais vraiment te montrer comment libérer les résidus émotionnels qui créent un filtre entre toi et tes relations afin que tu sois capable naturellement de transmettre ton génie et ton essence avec moins de mots et en créant plus de réceptivité autour de toi. Puis finalement, on va redéfinir ta gestion énergétique de sorte que tu puisses créer, partager aussi tes dons uniques de manière durable sans avoir de fuite énergétique. All right? Sinon, je te rappelle que la masterclass gratuite Soft Power Strong Standard est toujours disponible à l'intérieur de mon groupe gratuit. À l'intérieur de cette masterclass-là, on prend vraiment le temps de poser les bases d'une gestion énergétique raffinée qui te permet d'amplifier ta présence et aussi ton influence silencieuse afin de pouvoir magnétiser des relations de haut niveau tout en faisant moins.
Alright? Sur ce, on se voit la semaine prochaine, puis n'hésite surtout pas à partager ou encore taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream. À la prochaine!